La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le photographe a demandé 50 secondes d'immobilité. Il y avait une raison. Papa a dit qu'un homme venait de la ville demain pour nous photographier. Je n'ai jamais eu de photo de moi auparavant. Mes parents en avaient fait faire une avec James quand il était bébé. Elisa et moi n'étions pas encore nés. La photo est posée au-dessus de la cheminée, dans un cadre doré brodé. Papa promettait toujours qu'il en ferait faire une de nous tous quand il aurait l'argent. Il disait qu'on en aurait une de toute la famille, ensemble. Maintenant, il dit que mieux vaut tard que jamais. James et moi sommes dans le salon en train de dessiner. Maman et papa sont assis à la table de la cuisine, buvant de l'eau et des infusions de feuilles de thé. Maman pleure doucement. « Adrien, dit papa, on ne peut pas laisser ça nous détruire. C'était le mieux que nous pouvions faire. On aurait pu faire mieux, dit maman. Un meilleur médecin, quelque chose. » Sa voix s'éteint. « Il n'y avait rien d'autre à faire, répond papa. Nous avons fait ce que nous pouvions avec le temps qu'il nous restait. Le Seigneur avait besoin d'elle. » Maman laisse échapper un gémissement. À l'étage, Elisa porte sa plus belle robe du dimanche. Maman l'a rendue très jolie, comme si elle dormait. Le docteur Coffet est venu il y a quelques jours. Elisa gémissait depuis des heures. Maman était entrée pour s'occuper d'elle, et moi j'avais dû aller dormir dans la chambre de James. Toute la nuit, je l'ai entendu vomir. Quand le docteur Coffet est parti le lendemain, je lui ai demandé ce qu'elle avait. « Eh bien, mon garçon, ta petite sœur est très malade, mais je te promets que je ferai tout ce que je peux. » Il m'a souri d'un air fatigué. J'ai compté 2 dents en or. Après son départ, maman m'a dit qu'Elisa avait une forte fièvre. Elle m'a dit que je pouvais monter la voir si je voulais, mais sans la réveiller. L'escalier craquait sous mes pas. Là-haut, il faisait sombre et silencieux. Je suis entré dans notre chambre en ouvrant doucement la porte. Les 2 fenêtres étaient ouvertes, bloquant presque toute la lumière du soleil, bien que la chambre lui fasse face. 2 fins rayons tombaient au pied du lit d'Elisa. On ne voyait que son visage. Son front était rouge et humide, ses cheveux noirs collaient contre sa peau. Je l'ai touchée. Elle était brûlante, elle respirait vite. L'homme de la ville est maintenant en bas. Lui et papa parlent du prix d'un daguerréotype. Maman et moi sommes dans la chambre d'Elisa. Elle lui brosse les cheveux. Je dispose autour d'elle les fleurs que nous avons cueillies aujourd'hui. Je n'aime pas la regarder. J'ai déjà vu un cadavre. J'étais à l'enterrement de mon oncle Jed. Il a été tué par 2 hommes qui ont cambriolé sa maison. Il les a poursuivis et lui ont tiré dessus. Mais malgré les petits trous dans sa joue et les cernes noires sous ses yeux, il y avait chez lui quelque chose de définitif, de certain. Elisa n'avait pas ça. Elle aurait très bien pu être vivante sans cette immobilité. C'était cette immobilité qui me faisait peur. Tous les signes du sommeil étaient là, sauf le léger mouvement de sa poitrine et le souffle discret de l'air par son nez. Quand on voit un comportement si souvent, on s'attend à en retrouver tous les signes. En voir manquer un aussi essentiel donnait le vertige. Mon esprit essayait de comprendre, mais l'effort provoquait une lente nausée épuisante. Je voulais quitter la pièce. « Adrien, tu es prêt ?»
La voix de papa résonne depuis le bas de l'escalier. « Nous le sommes !» répond maman, la voix brisée. « Oui, papa !» répondais-je. Des pas montent l'escalier. Papa entre, suivi de l'homme avec l'appareil photo. James se glisse derrière eux, comme s'il ne savait pas s'il devait être là ou non. Le photographe est très grand comme papa, avec des cheveux noirs et une barbe épaisse. Son visage semble taillé dans le bois tant il est marqué. Il me regarde, puis regarde Elisa et s'approche du lit. Si, comme vous souhaitez faire de cette image un portrait de famille plutôt qu'un mémorial, je devrais décorer la fillette pour lui donner l'apparence de la vie. Il sort un petit nécessaire de peinture. Je peux peindre ses yeux pour qu'ils paraissent ouverts si cela vous convient. Papa regarde maman. Elle hoche la tête en pleurant. L'homme s'agenouille près du lit, dos tourné vers nous. Quelques minutes plus tard, il se relève. « Je crois qu'elle est prête. » Nous regardons Elisa. Il avait peint des yeux sur ses paupières. Un fin trait noir dessinait leur forme, avec un iris brun autour de pupilles noires. Il avait même ajouté des cils. Ce n'était pas grotesque. Ce n'était pas effrayant. C'était juste faux. Les yeux d'Elisa étaient bleus, pas bruns, mais ce n'était pas ça. Maman disait souvent qu'entre la vie et la mort se dressait une barrière, un mur qu'on ne franchit qu'une seule fois. Les yeux peints d'Elisa semblaient l'avoir ramenée de l'autre côté, même imparfaitement. Je ressentais à la fois de l'espoir et un profond malaise. L'homme demande si nous sommes prêts. Alors que nous nous rassemblons autour du lit, il dit derrière l'appareil « Encore une chose, l'exposition durera 40 à 50 secondes. Veuillez rester parfaitement immobile afin d'éviter le flou. » Je me suis dit que le visage d'Elisa serait parfaitement net. Elisa fut enterrée le lendemain. Nous avons tenu des funérailles à l'église Sainte-Catherine, puis l'avons enterrée dans le cimetière attenant. Maman a hurlé lorsque le cercueil a été fermé. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle ne verrait plus jamais Elisa. Le petit cercueil me paraissait étrange. James, papa et 2 hommes que je ne connaissais pas l'ont porté dehors. Je voyais que James peinait avec l'arrière, mais il s'en est bien sorti. Beaucoup de gens étaient présents, tous en noir. Elisa, elle, était en blanc. Ils avaient lavé la peinture de ses yeux avant de la mettre dedans. Elle me mettait toujours mal à l'aise. Je ne savais pas pourquoi. Nous avons placé la photographie dans son cadre doré, au centre de la cheminée. C'était agréable de passer devant et de la regarder. Cela a aidé à se souvenir de son visage. À force de ne plus voir quelqu'un, ses traits commencent à s'effacer dans la mémoire, vous savez. Quelques semaines plus tard, je regardais encore la photo. Moins souvent, mais parfois. Je regardais Elisa, mais aussi moi-même. J'aimais bien voir mon visage, je trouvais ça incroyable. Je savais à quoi je ressemblais. Mais me voir sur une photo était différent d'un miroir ou d'un reflet dans l'eau. Je me sentais aussi mal parce que Elisa ne verrait jamais sa propre image. Elle ne saurait jamais à quoi elle ressemblait enfant. Elle ne se verrait jamais grandir. Des larmes brûlantes montaient à mes yeux. Les yeux peints derrière le gris de la photo. Une expression presque triste, mais je me suis figé. Quelque chose n'allait pas. Je me sentais couler. J'avais froid. Il y avait une erreur. Quelque chose de profondément mauvais. Je fixais le visage d'Elisa, juste au-dessus des couvertures, cherchant ce détail qui avait déclenché cette peur sans réussir à la saisir. C'était instinctif. Je ressentais la terreur sans en connaître la cause, comme si j'étais perdu dans une forêt la nuit, certain que quelque chose d'horrible me regardait juste hors de mon champ de vision. La peur est devenue
une terreur moite et suffocante. La nausée m'a envahi, mes mains tremblaient. Et puis j'ai compris. Je m'en suis souvenu à cause de ce que le photographe avait dit ce jour-là et ce que j'avais pensé. L'idée s'est imposée, lourde et glaciale. La pièce s'est mise à tourner. Le choc m'a traversé. Je me suis demandé comment je n'avais pas vu cela plus tôt. J'ai pensé au temps écoulé depuis l'enterrement et à l'air fatigué et ivre du docteur Coffet lors de sa dernière visite. Voyez-vous, sur la photo, Elisa était floue. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il est né mort, et la vérité qu'il découvre 16 ans plus tard est terrifiante. Le jour de mes 16 ans, juste après avoir soufflé les bougies sur un petit gâteau individuel, ma mère m'a dit que j'étais né mort. « Je suis tellement heureuse que tu aies survécu », a-t-elle dit. J'ai retiré ma fourchette de ma bouche. « Quoi ?»« Oh !» a-t-elle répondu. « J'imagine qu'on ne te l'a jamais dit. Sans tante Kira, tu n'aurais même pas passé ta première journée. » Ma mère, ou plutôt tante Kira, ou plutôt infirmière Kira. Les contractions de ma mère ont commencé pendant sa pause déjeuner, avec 2 mois d'avance. Elle était à l'hôpital 20 minutes plus tard et 1 heure après, elle me poussait hors de son corps. Comme la plupart des bébés, je ne respirais pas. Le médecin m'a donné une légère tape, comme pour tous les bébés. Une autre tape, comme pour certains, puis une tape beaucoup plus forte. À ce moment-là, ma mère a commencé à hurler. Un flot épais de sang s'est échappé de son corps. Le médecin m'a confié à une jeune infirmière qui a essayé une autre tape, puis m'a rapidement passé à une infirmière de 24 ans, l'infirmière Kira. Kira a posé sa bouche sur la mienne et a soufflé de l'air dans mon nez. Elle a utilisé 2 doigts pour masser rapidement ma poitrine. Elle s'est arrêtée, a soufflé une dernière bouffée d'air dans mes poumons et a continué à masser. Encore et encore. Ma mère a cessé de crier. Ils ont réussi à stopper l'hémorragie. Ils ont dit à Kira d'arrêter la réanimation. Ils ont dit que c'était sans espoir. Le médecin a essayé d'éloigner sa main de ma poitrine minuscule et immobile. Comme il n'y parvenait pas, il m'a déclaré mort. 2 jours après mon 16e anniversaire, j'ai revu Kira. Pour moi, elle avait toujours été tante Kira, et jamais infirmière Kira. Le monde a disparu, a-t-elle dit. C'était comme s'il n'y avait plus que toi et moi, et que toute ma vie m'avait conduit à cet instant. Elle a croqué dans le petit gâteau et souri. C'est étrange, mais je ne me souviens même pas avoir bougé mes doigts ou t'avoir fait du bouche à bouche. Je voulais juste te sauver. Et à ce moment-là, rien d'autre ne comptait, pas même ma propre vie. Je savais que tu vivrais. Même quand tout le monde te disait d'arrêter à l'hôpital. Kira a hoché la tête. Même alors, je savais que tu vivrais, et j'aurais fait n'importe quoi pour que tu prennes cette première inspiration. Merci. Ce n'est rien. Je suis heureuse de l'avoir fait. Assure-toi simplement d'apporter du bien dans ce monde. 3 jours après mon 16e anniversaire, j'ai annoncé à mes parents que je deviendrais infirmier. À mes 17 ans, ils m'avaient tous convaincu de devenir médecin à la place. Les études de médecine ont été la période la plus difficile de ma vie, ou du moins la plus difficile dont je me souvienne. Avant de me faire visiter le campus, mes parents n'étaient jamais entrés dans un amphithéâtre. Ils m'avaient soutenu à l'école, mais l'université était différente. Et quand mes problèmes de délai, de montagne de cours à apprendre par cœur ont commencé, ils ne savaient pas comment m'aider. Tante Kira, elle, savait. Elle est venue me montrer les meilleurs livres. Elle m'a appris des moyens mémotechniques pour les os et les muscles les plus importants. Elle m'a même appris à prendre de bonnes notes et où m'asseoir dans l'amphithéâtre. Pas dans les 2 ou 3 premiers rangs pour éviter d'être interrogé, mais dans le premier tiers de la salle. Kira disait que les élèves du fond sont soit timides, soit ils n'ont pas envie d'écouter.
En tant que médecin, on ne doit pas être timide, et en tant que garçon intelligent, on se doit de vouloir écouter. Elle me disait que ce n'était pas cool de s'asseoir au fond. C'était les places de ceux qui veulent bavarder, dormir ou échouer. Échouer, ce n'est pas cool. Je mentirais si je disais que mes notes étaient excellentes. Mais je n'ai jamais raté un examen, et elles étaient suffisamment bonnes pour que, après un premier stage réussi, on m'autorise à rejoindre la spécialisation en néonatologie. Cela me semblait juste, une manière de rendre ce qu'on m'avait donné. Le jour de ma remise de diplôme, j'avais 3 parents pour me voir lancer mon chapeau. Mes parents, bien sûr, et tante Kira, assise à la gauche de ma mère, avec un grand sourire. Kira m'a aussi aidé à obtenir mon premier poste dans un hôpital. L'hôpital où j'étais né mort. Elle m'a montré les lieux et m'a présenté aux autres infirmières. Elle m'a appris comment apprendre le plus possible et comment manipuler ces petits êtres fripés et fragiles avec délicatesse, surtout quand on est un homme. Mais elle me réprimandait aussi de sa voix douce quand je manipulais un nouveau-né trop brusquement ou que je prenais une décision qu'elle jugeait discutable. J'ai eu ce privilège pendant 1 an seulement. J'aurais aimé la remercier plus souvent. La vie de médecin est difficile. Il faut être calme et compatissant envers les patients toute la journée. Cette vie ne laisse pas de place pour se reposer et penser à soi. Mais surtout, elle ne laisse pas le temps de remarquer les autres personnes autour de soi qui auraient besoin de compassion. Je savais que le mari de Kira était mort depuis longtemps, mais Kira ne portait jamais de visage triste. J'avais aussi entendu des rumeurs, mais absorbé par mes patients, je les avais rapidement écartées. Malheureuse, fausse couche, seule, ne peut pas avoir d'enfant, toujours au travail. Je lui demandais toujours comment elle allait, et elle répondait toujours que ça allait. Pendant toute une année, je ne l'ai pas écoutée. Elle se tenait derrière moi pendant que je donnais des conseils à une future mère. J'ai senti sa main sur mon épaule, puis elle l'a retirée. « Nous pouvons vous proposer l'accouchement dans l'eau si vous voulez. » La patiente est devenue livide. « Mon Dieu !» a-t-elle dit. « Mon Dieu !» a-t-elle répété. Un quoi m'a échappé, mais avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu un bruit sourd derrière moi. Les bras et les jambes de tante Kira convulsaient, puis se sont raidis. Sa mâchoire inférieure s'est ouverte, ses yeux se sont retournés. Une crise d'épilepsie. Nous lui avons administré des relaxants musculaires, mais sa bouche ne s'est jamais refermée. Kira est restée dans ce lit pendant 1 semaine. Il y avait tellement de fleurs qu'une 2e table n'avait pas suffi. Il y avait toujours quelqu'un dans sa chambre, lui tenant la main et lui murmurant des mots doux. Seulement quand je disais que j'étais médecin et que j'avais besoin d'intimité, il sortait et je m'asseyais pour pleurer, la tête contre sa poitrine. Quand elle est tombée, sa tête a heurté le sol. Un anévrisme, mort cérébrale. Je n'avais pas prêté attention à cette main sur mon épaule, à cette main qui tirait sur ma blouse. Après 1 semaine, son médecin a pris la décision de débrancher les appareils. « S'il vous plaît, non !» ai-je supplié. Il a regardé son visage. « Je suis désolé, docteur, mais vous savez aussi bien que moi qu'elle est déjà morte. » Cet après-midi-là, mes parents sont venus. La sœur de Kira et ses 2 neveux aussi. Un à un, infirmières et médecins ont défilé pour lui serrer la main ou l'embrasser sur son front. Quand tout le monde est parti, il ne restait plus que mes parents, sa sœur, ses neveux et moi. C'est moi qui ai débranché les appareils. Il n'existe aucun son comparable à ce bip long et continu. Aucun son pour lequel on espère autant qu'il change. 1 semaine plus tard, j'ai vidé son casier. Une infirmière, à peu près à l'âge de Kira, est entrée pendant que je pliais un pull bleu. Elle a regardé autour d'elle, puis s'est approchée rapidement. Elle m'a tendu un dossier avec le nom de Kira et un numéro de patient.
On ne devrait pas donner ça, a-t-elle dit. Mais je pense que vous devriez le voir, docteur. Pourquoi? Vous comprendrez, docteur. Ce soir-là, avec le panier des affaires de Kira sur une chaise et un verre de vin blanc acide sur la table, j'ai ouvert le dossier. Il n'y avait pas beaucoup de pages des premières années, juste son profil et des données d'assurance, quelques examens standards. J'ai senti comme une pierre dans mon estomac en voyant le test de grossesse. Positif. Il y avait d'autres résultats de laboratoire. Une fiche d'admission. Un mot était griffonné en rouge en haut de la page. Fausse couche. Ma formation a pris le dessus. J'ai étudié les données sans trouver de cause. Pendant près d'une demi-heure, j'ai relu les résultats agrafés au carton jaune. Tout semblait normal. Elle avait été admise l'après-midi pour douleur et saignement, mais aucune cause n'apparaissait. Il y avait aussi un compte-rendu opératoire. On lui avait retiré l'utérus. J'ai laissé tomber le dossier sur la table et les larmes ont coulé. Je n'avais jamais écouté. Je ne m'étais jamais demandé pourquoi elle était seule. Voilà pourquoi elle s'était tant occupée de moi. Elle m'avait sauvé. Elle m'avait donné la vie. J'avais été son enfant de remplacement. J'ai pris mon verre et je l'ai levé. J'aurais fait n'importe quoi pour que tu prennes cette première inspiration, avait-elle dit. Et moi, merci, ai-je murmuré. Mes yeux se perdaient vers le plafond et le froid du verre touchait mes lèvres. J'ai tourné la page. Mes yeux ont glissé de nouveau sur cette page, puis ils sont descendus. Et j'ai vu la date, le jour de mon anniversaire. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il croyait avoir fait un cauchemar d'enfant, jusqu'à ce qu'il retrouve ses photos. Vous est-il déjà arrivé de repenser à votre petite enfance en vous demandant quels souvenirs sont réels et lesquels sont des inventions de votre imagination trop active? Avez-vous déjà eu un souvenir que vous pensiez être un rêve? Nos esprits sont capables de nous infliger des choses terribles, mais les gens aussi. Je ne sais pas lequel des deux m'a le plus traumatisé durant mon enfance. Je me souviens avoir détesté la maternelle. J'allais à l'école primaire Duggan à Farner, dans le Tennessee. Naturellement, je détestais ça. Mais ce que je ressentais pour cet endroit à la fin de l'année dépassait largement la simple aversion. Des souvenirs flous de cette époque refont parfois surface dans mon esprit. Je me rappelle avoir entendu et vu des choses que j'étais trop jeune pour comprendre. Ce ne sont que des images et des sons vagues, difficiles à saisir. Je ne fais plus de cauchemars aujourd'hui. Ce qui m'effraie le plus, je crois, c'est le souvenir de ce que je ressentais à l'époque. Récemment, j'ai retrouvé un vieil album photo de mon année de maternelle. Cela m'a ramené des années en arrière. J'y ai reconnu mon instituteur, un homme extrêmement âgé que nous appelions Monsieur Arata. Il y avait quelque chose chez lui qui ne semblait pas très adapté aux enfants. Il venait tous les jours à l'école dans un long van blanc. On l'appelait le van stupide, parce que tous les enfants le détestaient. Monsieur Arata était irritable et sévère, mais il savait parfaitement jouer un rôle lorsque d'autres enseignants ou le directeur étaient présents. Un jour, à la maison, je me souviens que ma mère m'a dit qu'un de mes camarades de classe avait disparu. Elle regardait les informations et était, à juste titre, très bouleversée. Quand un deuxième enfant de ma classe a disparu, ma mère m'a immédiatement retiré de l'école. Elle m'a dit qu'elle m'y renverrait quand ça serait sûr. À l'époque, je trouvais ça génial de ne plus aller à l'école. J'étais trop jeune pour comprendre ce que la disparition d'un enfant signifiait réellement. J'étais trop naïf pour y penser sérieusement. Après un certain temps, je suis retourné en classe. Les enfants avaient été retrouvés, mais ils n'étaient pas revenus à l'école pour une raison inconnue. Une camarade m'a raconté
que les enfants disparus n'avaient aucun souvenir de ce qui leur était arrivé. Elle disait qu'on les avait ouverts sous le nombril et recousus. Elle connaissait bien ces deux enfants. Je crois qu'elle s'appelait Cathy ou Kitty ou quelque chose comme ça. J'ai simplement pensé qu'elle mentait. Même à 6 ans, je n'étais pas assez crédule pour croire une histoire pareille. Plus tard dans l'année, Cathy a raconté que l'un des enfants disparus était mort. Elle a manqué l'école pendant 1 semaine à cause de ça. Apparemment, elle était restée en contact avec elle après son changement d'école. Elle disait que l'enfant était malade depuis qu'on l'avait retrouvé sans aucun souvenir. Je pensais toujours qu'elle inventait des histoires pour attirer l'attention, mais avec le recul, elle semblait réellement bouleversée. Les enfants ne sont pas très doués pour jouer la comédie. Je me souviens qu'un jour, j'ai fait un cauchemar terrible. La journée avait commencé normalement. Je me rappelle être allé déjeuner, puis je crois me souvenir m'être levé après la sonnerie pour retourner en classe. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, car c'est la dernière chose dont je me souviens avant le cauchemar. Soudain, j'étais allongé sur une table, attaché. Je voyais des fenêtres teintées sur les parois étroites autour de moi. Tout était très sombre. J'étais dans une pièce rectangulaire, exiguë. Je me souviens avoir regardé autour de moi et senti des sangles à mes poignets et à mes chevilles. À côté de moi se trouvait un plateau d'instruments chirurgicaux. Je ne savais pas comment j'étais arrivé là. J'étais confus et sur le point de pleurer. Un homme habillé comme un médecin est apparu. Je ne distinguais pas son visage à cause de l'obscurité. Il m'a observé un instant, puis a allumé une lumière vive juste au-dessus de moi, comme chez le dentiste. Il portait un masque médical et avait une expression vide. J'étais paralysé par la peur. Il a calmement attrapé un scalpel sur le plateau. J'ai commencé à hurler et à pleurer. Il a semblé légèrement surpris. Il a prononcé quelques mots, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. Je me suis réveillé sous les cris de Monsieur Arata. J'étais allongé, endormi sur les gradins du gymnase, là où nous attendions l'appel de nos numéros de bus. Il me criait dessus, disant que je m'étais endormi et avais raté le bus. Il m'a ramené dans ma classe et a appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher. J'ai éclaté en sanglots dès que j'ai eu le temps de repenser au cauchemar. Il n'a pas essayé de me consoler. Il ne m'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est contenté de me fixer et je lui ai dit que j'avais fait un cauchemar horrible. Et il a hoché la tête. Enfin, je crois. Ma mère a passé toute la journée à essayer de me rassurer. Le plus troublant, c'est que d'habitude, je me réveille d'un cauchemar dès que la peur commence. Mais là, je criais et me débattais depuis longtemps. Tout semblait réel. Pendant des années, je me suis convaincu que j'avais halluciné. J'ai commencé l'école à la maison car j'étais terrorisé à l'idée d'y retourner. Mes parents ne comprenaient pas vraiment comment un simple cauchemar pouvait provoquer de tels troubles. J'ai fait quelques rêves liés à cette expérience. Ce n'étaient pas vraiment des cauchemars récurrents. C'était comme si ces rêves étaient moins réels que le premier. C'était juste la même expérience, mais sous forme de rêve. On dit que l'odorat est le sens le plus lié à la mémoire. Des années plus tard, adulte, j'ai rendu visite à mon grand-père à l'hôpital. Une odeur m'a immédiatement ramené en arrière. Elle m'a fait penser à cette pièce sombre. Je suis allé chez mes parents et j'ai fouillé les vieux albums photos. En regardant celui de la maternelle, j'ai retrouvé une photo de classe avec Monsieur Arata. Il y avait une inscription au dos, mais pas en anglais. Arata étant un nom japonais, j'ai supposé que c'était du japonais. Un ami de mon père parlait cette langue, je lui ai donc montré la photo pour qu'il la traduise. Sous le texte original, il y avait des gribouillages. La traduction disait « J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur toi cette année scolaire. » Pris d'une panique frénétique, je lui ai demandé s'il n'avait pas confondu travailler sur toi avec travailler avec toi. Il m'a confirmé que la phrase était bien « J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur toi cette année scolaire. » Ensuite, j'ai fouillé tout l'album.
Je ne voulais pas que mon cauchemar soit réel, mais j'avais besoin de savoir. Il y avait des photos de moi lors de nombreuses activités. J'en ai même trouvé de mon anniversaire quand ma mère avait apporté des cupcakes à la classe. Presque toutes les photos montraient Monsieur Arata, le visage sévère. Une photo en particulier, celle d'une pièce de théâtre scolaire, me sembla plus épaisse que les autres. J'ai remarqué du ruban adhésif sur le bord. 2 photos avaient été collées ensemble et j'ai dû prendre un couteau pour les séparer. Ce que j'ai vu m'a hanté. Sous la photo normale se trouvait l'image d'un petit garçon attaché à une table dans l'obscurité. En comparant avec les autres photos, c'était moi. Au dos de la photo de la pièce, il y avait encore une inscription en japonais. J'ai dû m'asseoir. La peur et la paranoïa me submergeaient à nouveau. J'ai apporté cette inscription au même homme pour la faire traduire, et il avait l'air profondément troublé. La traduction disait « Je suis venu dans ce pays pour continuer ce que j'avais commencé en Mandchourie. » À la fin, le narrateur comprend que son cauchemar était réel. La photo cachée prouve qu'il avait bien été attaché et opéré quand il était enfant. Le message en japonais révèle que son instituteur avait déjà commis des expériences sur des enfants en Mandchourie, une région de Chine occupée par le Japon dans les années 1930, connue pour les crimes de guerre et les expérimentations médicales de l'unité 731. L'instituteur est donc venu aux États-Unis pour continuer ses expériences sur des enfants, utilisant le même genre de méthode horrible. Le narrateur réalise alors qu'il a été une victime directe de ces pratiques et que son esprit avait effacé ce souvenir pour se protéger. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis écrivain, et tout ce que j'écris devient réel. J'écris depuis aussi loin que je me souvienne. Depuis que je suis enfant, l'écriture a toujours été pour moi un moyen d'échapper à une réalité ennuyeuse et de m'immerger dans un monde fictif que je pouvais créer simplement en posant des mots sur le papier. Très tôt, j'ai su que c'était exactement ce que je voulais faire dans ma vie, que ce soit gratuitement ou pour gagner de l'argent. Heureusement, grâce à la persévérance et au travail, j'ai réussi à en faire mon métier à plein temps, et j'ai vendu jusqu'à présent des milliers d'exemplaires. Mais si je vous parle en ce moment, ce n'est pas pour faire ma promotion. Je suis là pour vous raconter une série d'événements récents que je n'arrive pas à expliquer. Depuis quelque temps, des choses étranges se produisent dans ma vie, et je suis de plus en plus convaincu qu'il ne s'agit ni d'une simple coïncidence, ni d'une mauvaise plaisanterie. Laissez-moi reprendre depuis le début. Il y a une semaine, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé l'un de mes livres ouverts sur la table de la cuisine. C'était mon tout premier roman publié, intitulé « Les tourments du cœur ». L'histoire était fictive, mais elle utilisait des personnages réels, y compris moi-même comme protagoniste, ainsi que des personnes que je connaissais. En regardant le livre, j'ai remarqué qu'il était ouvert à la page 124, et qu'un paragraphe précis était surligné. Le paragraphe disait « Il ouvrit l'enveloppe et sentit son cœur s'emballer. Il relut les lignes encore et encore, les parcourant frénétiquement des yeux, mais peu importe le nombre de fois où il les lisait, les phrases restaient les mêmes. Il laissa tomber l'enveloppe et se frotta les yeux en soupirant de désespoir. Même s'il s'y attendait depuis longtemps, il ne savait pas comment il allait se relever après avoir été expulsé de son appartement. Il se dit qu'il pourrait rester quelque temps chez sa sœur, malgré le fait que leur relation n'était pas très bonne ces dernières années. La première chose qui m'a semblé étrange, c'est que je ne me souvenais pas avoir laissé le livre ouvert à cette page, ni même l'avoir sorti de l'étagère en premier lieu. Je vis seul, donc personne d'autre n'aurait pu le faire. J'ai supposé que je l'avais peut-être ouvert inconsciemment plus tôt, en me dépêchant pour aller chez le dentiste alors que je ne trouvais pas mes clés. Cela n'expliquait toujours pas pourquoi le paragraphe était surligné, mais le livre traînait là depuis des années. Peut-être que mon ex-femme avait joué avec quand nous vivions encore ensemble.
2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. En haut, en grosses lettres bien visibles, il était écrit « Avis d'expulsion ». J'ai parcouru la lettre rapidement et j'ai compris que la raison invoquée était un non-paiement de loyer. C'était impossible, car j'avais toujours payé mon loyer à temps. J'ai donc décidé de rentrer chez moi et d'appeler immédiatement pour régler cette erreur. La femme qui a répondu, bien que très polie et patiente, m'a confirmé que le loyer n'avait effectivement pas été payé. Pire encore, selon leur dossier, j'avais déjà accumulé plusieurs retards les mois précédents. Et la seule raison pour laquelle je n'avais pas été expulsé plus tôt était la bonne volonté du propriétaire. J'ai expliqué qu'il devait y avoir une erreur, mais elle m'a répété qu'il n'y en avait aucune et que j'avais 3 jours pour quitter les lieux. Il m'était impossible de contacter directement le propriétaire, car il avait confié toute la gestion à une agence vivant à l'étranger. Après des heures à essayer en vain de régler le problème, j'ai compris qu'il n'y avait rien à faire et que je devais chercher un autre appartement. Ce n'est qu'en recommençant à faire mes cartons et en reprenant le livre que je me suis souvenu du paragraphe surligné. J'ai commencé à penser que quelqu'un essayait de me piéger ou de me faire une mauvaise blague. Mais je n'avais aucune idée de qui cela pouvait être. Aucun de mes amis n'aurait eu un humour aussi cruel, et surtout, cela n'expliquait pas comment quelqu'un aurait pu entrer chez moi et orchestrer quelque chose d'aussi élaboré. Malgré tout, j'ai continué à faire mes bagages, espérant presque que quelqu'un surgirait pour me dire « Surprise, on t'a eu !» 2 jours passèrent, et j'avais déjà prévu d'emménager chez ma sœur le temps de trouver un nouveau logement. Elle était parfaitement d'accord pour m'héberger aussi longtemps que nécessaire, et je l'en remerciais sincèrement. J'étais sur le point de quitter mon appartement, mes sacs prêts, quand j'ai remarqué un bout de papier glissé sous la porte. Je l'ai ramassé, et j'ai réalisé avec horreur qu'il s'agissait d'une page arrachée de mon livre. On pouvait y lire « La nouvelle le dévasta. Son grand frère avait toujours été comme un père pour lui. Et apprendre qu'il était mort dans un accident de voiture lui donna l'impression de recevoir un coup de couteau en plein cœur, suivi d'une torsion de la lame. Les médecins disaient qu'il était mort sur le coup, écrasé par un camion, sans aucune chance de réanimation. Que deviendraient ces enfants maintenant ? Leur mère était partie depuis des années, alors qu'ils étaient encore petits, et personne ne savait où elle se trouvait. Il aurait volontiers pris la responsabilité de les élever, car il les considérait presque comme ses propres enfants, mais il avait déjà du mal à subvenir à ses propres besoins financiers, alors encore moins à ceux de 2 enfants supplémentaires. Mon téléphone se mit à sonner. Je répondis sans même regarder qui appelait. « Allô ?» J'entendis la voix de ma sœur à l'autre bout du fil. Elle pleurait et peinait à respirer. « Kelly, ça va ?» Elle sanglota un instant avant de réussir à dire « C'est Michael, il est... » Elle éclata à nouveau en sanglots. Je sentis mon estomac se nouer et mon cœur s'emballer, anticipant déjà la pire nouvelle. « Qu'est-ce qu'il y a avec Michael ? Kelly, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» insistai-je, mais elle n'arrivait pas à parler entre 2 sanglots. Elle m'a expliqué ensuite qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il était mort sur le coup. Elle se mit à pleurer encore plus fort. Avant même que je puisse poser d'autres questions, mon téléphone glissa de ma main et tomba sur le sol. J'eus l'impression d'avoir moi-même été percuté par un camion. Je me mis à hyperventiler, la vision brouillée par les larmes. J'essayais de refouler la douleur, mais plus je luttais, plus elle devenait intense. Je m'effondrais par terre et pleurais pendant des heures. Mon grand frère était mort. 2 jours plus tard, j'étais chez ma sœur. Je m'étais installé et nous avions commencé à organiser les funérailles de Michael. Même si les circonstances de sa mort étaient étranges, j'étais en plein deuil, et je n'imaginais même pas que quelqu'un puisse aller jusqu'à tuer mon frère pour me nuire. À ce moment-là, la seule explication possible à mes yeux était une coïncidence atroce. Kelly était déjà partie en avion dans la ville de Michael,
et je comptais la rejoindre dès que j'aurais réglé mes propres affaires. Il était environ minuit, et j'écrivais un peu pour me changer les idées quand j'ai eu soif. Je descendis à la cuisine pour boire du lait directement à la bouteille. Ce n'est qu'en refermant le frigo que quelque chose attira mon attention. Là, au milieu des dessins des enfants de Kelly, maintenus par un aimant en forme de visage souriant, se trouvait une autre page de mon livre. Les mains tremblantes, je la pris, redoutant ce que j'allais lire. Je dus la tenir à 2 mains tant je tremblais. Le texte disait « On frappa à la porte. » En regardant par le Judas, il vit le visage furieux de son ex-femme le fixer sans expression. Il ouvra la porte et se prépara à subir une avalanche d'insultes et d'accusations. Elle avait toutes les raisons de le faire, mais malgré tout, il n'était pas prêt à affronter ça maintenant. À cet instant précis, on frappa à la porte d'entrée. Je fixais le couloir, le cœur prêt à sortir de ma poitrine. Le silence était si total que j'entendais ma propre respiration tremblante, jusqu'à ce que les coups résonnent à nouveau dans la maison, me faisant presque sursauter. Les coups étaient impatients, furieux, et je savais que quiconque se tenait là à cette heure tardive n'était pas venu pour une visite amicale. Je m'approchai lentement de la porte, en essayant de faire le moins de bruit possible, tandis que les coups devenaient plus forts et plus pressants. Avec précaution, je regardai par le Judas. Sans surprise, le visage de mon ex-femme me fixait de l'autre côté. Si la réalité suivait vraiment les événements du livre, cette rencontre ne serait au pire que stressante, pensai-je. Il n'y avait qu'un seul problème. Voyez-vous, mon ex-femme est morte il y a 3 ans. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Épisode 1564. J'ai dû dormir avec mes parents beaucoup plus longtemps que la plupart des enfants. Ils me réveillaient presque toutes les nuits, du moins jusqu'à ce que j'apprenne à le faire moi-même. Je n'avais pas le droit de dormir chez des amis car ils craignaient qu'il m'arrive quelque chose de grave. Quand j'en avais besoin, ils m'aidaient à reprendre conscience en me massant les aisselles et les creux des genoux. Le neurologue a dit que si l'hyperventilation continuait à provoquer des crises, je risquais de perdre ma capacité à parler, ma mémoire et mon indépendance en général. Ils ont donc dû s'adapter, ce qui m'a coûté la majeure partie de mon enfance. Quand j'ai enfin compris comment me réveiller moi-même, la paralysie du sommeil s'est améliorée à certains égards et aggravée à d'autres. J'ai réussi à contrôler mes problèmes respiratoires, mais les hallucinations liées à l'état de rêve se sont intensifiées. Un petit garçon portant une tête de cheval défigurée comme un masque, une jeune femme suspendue dans un coin de ma chambre, le cou penché vers le bas, le menton enfoui dans ma poitrine, mon père sans bouche ni yeux. Voilà ce que je voyais. L'homme cigogne apparaissait plus fréquemment. Il commençait à s'approcher de mon visage lorsque j'étais dans ces états catatoniques. Il me murmurait à l'oreille dans une langue que je n'ai jamais réussi à déchiffrer, souvent pendant ce qui me semblait être des heures. Mais lorsque la situation empirait, je me souvenais de mon plan en 5 étapes. Étape 1. Reconnais que tu es en train de rêver. Tu ne peux pas bouger et tu vois des choses, mais ce n'est pas la réalité. Étape 2. Reste calme. Cela ne fera qu'empirer si tu commences à paniquer. Étape 3. Remue-toi. Commence par tes orteils. Ils sont toujours éveillés, tout comme ton esprit en ce moment. Remue-les. Tu bouges maintenant, tu n'es pas paralysé. Continue avec tes chevilles, puis tes genoux et tes hanches. Étape 4. Assieds-toi dès que tu le peux. Assieds-toi, ne panique pas et assieds-toi. Étape 5. Tu es réveillé maintenant.
Écris ce dont tu te souviens. Tu tireras des leçons de ton expérience. Cela fait environ 17 ans que j'ai mis en œuvre ce plan pour la première fois. J'ai maintenant documenté plus de 1500 épisodes. Certains ne durent que quelques secondes. La plupart rendent plus difficile l'endormissement la nuit suivante. Dernièrement, la principale constante sur laquelle je peux compter est ma femme. Avoir quelqu'un de confiance à ses côtés aide beaucoup. Elle me permet de garder les pieds sur terre. Les hallucinations ne sont pas toujours aussi vives, et elle m'aide souvent à me réveiller sans que j'aie recours à ma procédure habituelle. Je passe encore de mauvaises nuits, mais elle est là pour me réconforter quand c'est fini. Elle m'aide à tout noter plus en détail afin que je continue à progresser. Elle essaie également de comprendre mon problème, même si mon psychiatre a confirmé le même diagnostic que celui posé par mon neurologue il y a quelques années. Ils appellent ça de la narcolepsie tertiaire. Je ne suis pas comme les narcoleptiques que vous imaginez. Je ne m'endors pas à n'importe quel moment comme une chèvre qui a été effrayée. Je n'ai même pas vraiment de problème de somnolence diurne. Je suis fatigué à des moments normaux, sauf si je vis un épisode difficile qui m'empêche de dormir. La principale différence avec mon diagnostic est que mon cerveau fonctionne comme s'il était sous LSD dès que j'entre en phase de sommeil paradoxal. Chez les personnes normales, le cycle REM provoque un état de rêve intense pendant lequel le cerveau est très actif, mais régulé. Cela reflète l'activité cérébrale de la conscience, et on appelle cela le sommeil paradoxal. Mon cerveau fonctionne à plein régime dès que j'entre en phase REM. Il travaille de manière exponentiellement plus intense. Quand bien même je suis éveillé, il n'est pas régulé. Je peux percevoir tout ce qui m'entoure comme si cela ne faisait qu'un avec mon corps. Je souffre d'hallucinations sévères et mes fonctions vitales hyperactives constituent une menace permanente. Tout cela alors que mon corps est dans un état d'atonie. Si je ne parvenais pas à me réveiller, si je restais coincé dans ma paralysie du sommeil, mon cœur pourrait finir par se rompre. Je m'étoufferais avec mon propre sang pendant mon sommeil. C'est l'autre sentiment que mes médecins partagent. C'est un miracle que je ne sois pas encore mort. Malgré ce diagnostic, ma femme pense que l'homme cigogne est à l'origine de mon problème, qu'il a une signification pour mon subconscient. Je n'ai pas adhéré à cette théorie jusqu'à l'autre soir, quand il m'a murmuré quelque chose dans une langue différente. C'était à peine perceptible. Mais cela n'impliquait pas les clics gutturaux et les expirations profondes que j'ai l'habitude d'entendre. C'était plus clair, plus humain. Ro-nu-chi, ça disait. J'ai massacré la prononciation lorsque je me suis réveillé en sueur, secouant ma femme pour l'éveiller et lui annoncer cette soudaine découverte. Elle a reconnu quelque chose dans mes mots qui semblait être du latin. Nous sommes donc restés éveillés toute la matinée, parcourant le dictionnaire latin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur ce que j'avais entendu. Renasci. La racine latine du mot moderne « renaissance », un verbe qui signifie « renaître ». C'est logique, non ? Qu'une cigogne me dise ça, pour faire allusion à la naissance et au changement. C'est étrange maintenant, car quand je repense à l'époque où j'ai commencé à l'appeler l'homme cigogne, j'étais très jeune, et je ne connaissais probablement que quelques espèces d'oiseaux. Ce n'est pas comme s'il ressemblait à un type d'oiseau en particulier. Son bec est long, comme celui d'une cigogne ou d'un héron. Mais il s'agit davantage d'une protubérance charnue que d'un bec fait de cartilage dur. Ses yeux sont placés sur les côtés de son visage, ils sont grands et toujours brillants. Et peut-être que sa caractéristique la plus dérangeante se cache derrière son châle fin et voilé. Il me les a montrés à plusieurs reprises. Chaque courbure mal formée de son corps est accompagnée de touffes localisées de plumes difformes qui segmentent ses appendices autrement nus et coriaces. Ses ailes sont répugnantes. Elle me frôle souvent lorsqu'il souffle sur mon visage gelé avec ses cliquetis et ses gargouilles. Chaque rencontre avec lui est un événement traumatisant, mais c'est une routine.
À la suite de cet épisode qui s'est produit il y a un peu plus d'une semaine, ma femme et moi avons approfondi sa théorie sur mon ennemi juré, mon subconscient. Le fait que je lui ai donné ce nom au départ devait avoir une signification. Et après tout ce temps, il dit ça. Nous nous sommes demandé si cette histoire de renaissance pouvait avoir un rapport avec la récente atténuation de mes symptômes. Avant cette rencontre, je n'avais pas eu d'hallucination mémorable depuis 94 jours, de loin la plus longue période dont je me souvienne. Ma femme a évoqué la possibilité que l'homme cigogne me menace d'une nouvelle vague de visions. Sa voix soudaine pourrait être un cri de guerre contre mon moi onérique, annonçant que la maladie était sur le point de revenir plus forte que jamais. J'ai réfuté ce raisonnement. Il était tout à fait possible que le contraire soit vrai. Peut-être étais-je en train de vaincre cette maladie, de me reconstruire, et que l'homme cigogne venait simplement me dire au revoir. Mais en cours de route, j'ai oublié quelque chose. La première étape de mon plan en 5 étapes, le rappel que je n'ai pas affaire à des êtres réels, des êtres qui ont des objectifs. Ce sont des hallucinations. L'homme cigogne n'est pas réel. Il n'est pas simplement apparu pour transmettre quelque chose à mon subconscient. Il est mon subconscient. Tout comme les autres hallucinations que j'ai eues. Et cette prise de conscience nous a fait paniquer, ma femme et moi. Notre petit garçon a eu 5 ans le soir où l'homme cigogne m'a parlé. C'est à cet âge que je l'ai vu pour la première fois, du moins d'après ce que m'ont raconté mes parents. La terrible réalité est que je suis porteur du gène récessif qui pourrait transmettre cette horrible maladie à mon fils. Mon subconscient me préparait encore à plus d'années de traumatisme, me disant que ma maladie se réveillerait chez mon enfant. Il m'avait mis en garde contre cette possibilité pendant des années. Ma pauvre femme allait désormais devoir faire face à des crises de panique constantes au milieu de la nuit. Ne sachant pas si les 2 personnes qu'elle aimait le plus se réveilleraient le lendemain. Ne sachant pas si l'un de nous, ou les 2 d'ailleurs, allait tout simplement mourir, paralysé par la peur. Tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre. Ma femme dormait dans sa chambre chaque nuit. Elle attendait. Sachant que j'étais équipé pour me réveiller, sachant que notre enfant ne serait pas capable de faire de même s'il avait sa première crise, nuit après nuit, elle surveillait son sommeil et le mien comme un gardien de sécurité protégeant un entrepôt vide. Et elle avait raison au sujet de l'assaut imminent. J'ai vécu certains des pires épisodes de ma vie pendant cette période. Nuit après nuit, mes visions les plus sombres se sont manifestées d'un seul coup. Le garçon à cheval qui grimpait sur moi comme sur un portique, hennissant tandis que ma capuche ensanglantée se balançait et clapotait à chaque mouvement brusque et excité. Ma mère, qui a fait une overdose quand j'étais adolescent, sanglotant agressivement alors qu'elle s'agenouillait en priant au pied de mon lit, me suppliant de lui pardonner. La femme pendue, elle est maintenant juste au-dessus de moi, assez près pour que je sente l'odeur de ses pieds en décomposition qui pendaient au-dessus de moi. Son cou courbé était tellement incliné vers le bas que son visage mort me fixait droit dans les yeux, la bouche ouverte de manière anormale, comme si elle voulait me dire quelque chose. Et puis, tout cela a culminé ce soir. Épisode 1564. L'homme cigogne entra dans ma chambre comme à son habitude. Il traversa le mur juste devant moi, le bec en avant. Il pencha la tête, me montrant son œil gauche puis son œil droit. Large et concentré. Le châle tomba, révélant ses membres répugnants. Ses serres griffèrent le parquet alors qu'il avançait d'un pas saccadé, avec ses manières d'oiseau. Il murmura et marmonna, mais c'était cohérent. Renaski. Il se dressait au-dessus de ma carcasse. J'ai essayé de bouger, car je savais ce qui se passait. Mais rien ne fonctionnait. Il s'est penché sur moi, de la salive s'écoulant de sa bouche mal fermée. Il a de nouveau haleté. Renaski. Je regardai directement dans sa bouche.
Elle était plus sombre que le noir. Il s'est penché davantage, plus près que jamais. Il a ouvert la bouche suffisamment pour que je comprenne la cécité. Je ne voyais même pas le noir, juste le néant. Je le sentais avaler ma tête immobile avec sa trompe, humide et froide, d'une odeur rance, sa gorge ondulée. Puis ce fut bruyant. Renaski! Aveuglé par lui, assourdi par lui, je pouvais encore le sentir. Le temps n'avait plus d'importance, mais cela devait durer éternellement. Puis je me suis réveillé, de retour dans mon lit d'enfant. Et maintenant, je suis assis ici en train de tout écrire. Je n'ai aucun moyen de m'expliquer ce qui vient de se passer. Je regarde autour de moi dans ma chambre, me souvenant de choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Ma pile de jeux PS2 est toujours par terre dans un coin. Ma figurine Bumblebee, 2e édition, était encore emballée, et elle me fixe depuis l'étagère que mon père et moi avons construite spécialement pour lui. Je me demande s'il a vu quelque chose. Ma mère sanglote, comme elle le fait souvent. J'ai tout comme l'impression que mes parents savent que je suis là. Et pourquoi ne m'ont-ils pas réveillé? Je vais peut-être aller voir comment ils vont, surtout ma mère. Mais je fais toujours de mon mieux pour me souvenir. Ce sont les épisodes les plus marquants qui ressortent. C'est peut-être tout ce qui me reste. Je me souviens de mon mariage à la Nouvelle-Orléans. Je me souviens de notre lune de miel en Italie. Je me souviens de notre dispute au sujet du bébé. Je me souviens de l'avoir emmené à son premier rodéo. Je me souviens à quel point mon bébé avait aimé ça, tout comme moi. Je me souviens de sa dépression après sa naissance. Je crois que j'ai oublié d'aller chercher ses médicaments. Je me suis souvenu du mieux que j'ai pu. Mais je ne me souviens pas de leur nom. D'ailleurs, je ne me souviens même pas de leur visage. Cette creepypasta était un peu ambiguë. À la fin de l'histoire, on comprend que le narrateur n'est plus un adulte. Le mot Renaski murmuré par l'homme cigogne n'était pas une métaphore mais une action réelle. Il a été littéralement renvoyé en arrière à son enfance. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans son ancien lit, dans sa chambre d'enfant, entouré de ses parents. Tout semble normal, comme si sa vie d'adulte n'avait jamais existé. Pourtant, quelque chose ne va pas. Il garde des souvenirs confus de cette autre vie, son mariage, sa femme, son enfant, des moments précis et chargés d'émotions. Ces souvenirs sont encore là, mais ils se délitent. Les détails disparaissent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de se rappeler les noms ni les visages des personnes qu'il aimait le plus. Son identité d'adulte est en train de s'effacer. L'homme cigogne n'a donc pas cherché à le tuer. Il a fait pire. Il lui a retiré sa vie construite, sa famille et son avenir, en le forçant à renaître au point de départ de sa maladie. Il est condamné à revivre depuis l'enfance, avec seulement des fragments de souvenirs d'un bonheur qu'il ne peut plus atteindre, et qui disparaîtront bientôt complètement. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon ami en ligne a disparu. Aujourd'hui, j'ai reçu un message de lui, envoyé en 2111. Je n'ai jamais été doué pour nouer des liens avec les gens. C'est pourquoi je me suis retrouvé sur ce forum de merde. Un trou où nous allons. Nous qui détestons notre travail de bureau, mais sommes trop fatigués pour démissionner. Le genre d'endroit où l'on entre pour se sentir connecté à de vraies personnes, tout en étant entouré d'abrutis. C'est là que j'ai rencontré J. Il n'y a pas eu de connexion magique. Nous étions juste deux types ennuyeux qui se plaignaient de leur travail sur le chat général à 2h du matin. Au début, je pensais que J était un troll invétéré ou un auteur de jeu de rôle très investi dans son personnage. Ses plaintes étaient bizarres. Il ne se plaignait pas de la climatisation, mais du fait que les filtres à oxygène du secteur 4 avaient un goût de rouille. Il ne parlait pas du métro,
mais des putains de capsules magnétiques qui vibrent toujours trop. J'ai suivi le mouvement parce que c'était amusant. J'ai toujours aimé le role-playing. C'était mieux que de travailler sur mes feuilles de calcul. Mais avec le temps, cela a cessé d'être drôle. Car J n'inventait rien. Il parlait du grand blackout de 85, comme s'il s'agissait d'un événement historique basique appris à l'école primaire que tout le monde connaissait. Ses descriptions de ce qu'il voyait par la fenêtre me donnaient des frissons. Il ne parlait pas du ciel gris habituel. Il décrivait une ville qui ressemblait à un organisme vivant, avec des bâtiments de verre et de métal poussant vers le ciel comme des champignons, dévorant l'horizon que je croyais connaître. J m'écrivait depuis 2111. Et le pire, c'était que nos vies étaient tout aussi pathétiques. Jusqu'à ce que J obtienne le poste, maintenant central. J était hors de lui quand ils l'ont embauché. Il m'a dit que la ville allait enfin se réveiller, que l'arrivée des nouveaux systèmes biotechnologiques allait tout changer, et qu'il serait là, en première ligne. Je me souviens de son message, il était euphorique. On n'utilise plus de silicium, espèce de boulet. C'est de la chair, des processeurs de tissu neuronal, du matériel vivant, quoi. Ils ont des veines, on peut sentir leur pouls. Il était comme un enfant avec un nouveau jouet. Il disait que la machine allait gérer la réalité et qu'il n'y aurait plus d'embouteillage ni de coupure de courant parce que le système prédirait les besoins avant même que quiconque n'y pense. Il avait enfin l'impression que son talent n'allait pas se gâter dans un bureau, mais qu'il construisait l'avenir. J'étais heureux pour lui. Et puis, un moment plus tard, j'ai été renversé. Rien de cinématographique. Un putain de conducteur d'Uber a grillé un stop alors que je traversais. 3 semaines à l'hôpital. Une clavicule cassée et une dépression de cheval. J'ai perdu mon téléphone portable dans l'accident. Et honnêtement, quand je suis sorti, je n'avais envie de parler à personne. Pas même à J. Je me suis isolé. Les mois ont passé et je me suis convaincu que J n'était qu'un fou avec trop de temps libre ou un joueur de rôle avec beaucoup d'imagination. J'ai oublié le sujet. Jusqu'à il y a 3 heures. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Indicatif local. Mais avec trop de chiffres. C'était J. Le message n'était pas une lettre formelle. C'était des paragraphes vomis, pleins de fautes de frappe, écrits par quelqu'un qui sait que son heure est venue. Ne t'excuse pas, n'essaie même pas d'expliquer pourquoi tu as disparu pendant des mois, je le sais déjà. Quand je suis entré dans le registre central pour voir ce qui avait échoué dans ma vie, j'ai vu l'arbre des causes et des effets, m'expliquait J. J'ai vu ton nom là-bas, perdu parmi des millions de données. J'ai vu le rapport de ton accident de la route, le modèle de la voiture, le diagnostic de ta clavicule, les jours exacts pendant lesquels tu resterais inconscient. Le système l'avait enregistré dans sa carte des certitudes depuis des décennies. Puis J a continué son explication. Le système savait que tu allais te taire. Il a compris que la douleur et le traumatisme t'éloigneraient suffisamment longtemps du clavier pour que ma solitude atteigne un point critique. Tu es comme tout le monde, une variable d'ajustement de plus, mon ami. Dans le registre central, j'ai vu la simulation. C'était une vidéo parfaite. J'étais sur la passerelle du secteur 7. J'ai vu mon corps se pencher. Je ne sais pas si j'ai glissé sur de l'huile ou si mes muscles ont simplement lâché, mais je me suis vu tomber directement sur le générateur principal. Et le bruit, mon Dieu, ce n'était pas un cri. C'était ce bourdonnement violent de haute tension, un craquement sec, puis ce sifflement électrique qui fait vibrer les dents. Je me suis vu cuire dans une décharge de 400 000 volts et le système l'a rejoué encore et encore, comme s'il s'agissait d'un tutoriel. J m'a dit qu'il avait essayé de changer ça. Il s'est fait porter malade, il s'est enfermé dans sa chambre, mais le système ne fabrique pas l'avenir. Il le prédit avec une froide exactitude. Hier,
J'ai reçu un ordre de travail obligatoire. Priorité alpha. Le lieu, secteur 7. La tâche, réparer une erreur logique sur la passerelle. Et joint à l'ordre de travail, il y avait le dossier de clôture de mon quart de travail. Cause du départ, accident du travail. Ce n'était pas une menace, c'était un fait administratif. Le système avait déjà traité ma mort pour équilibrer les comptes du trimestre. Tu ne comprends pas, poursuivait le message. Ce n'est pas qu'ils veulent me tuer, c'est que le système savait déjà que ma mort était imminente. Mon absence avait déjà été prévue des mois avant qu'elle ne se produise. Le système a besoin de cet échec pour activer le protocole de rénovation du secteur. Ma mort est une conséquence logique. Je suis un sacrifice statistique dans un tableur qui n'a aucun sentiment. Le pire, c'est qu'en lisant ça, je n'ai pas ressenti de rage. J'ai trouvé que cela avait du sens, que ma vie n'avait servi qu'à permettre à ce maudit algorithme de faire ses calculs. Je t'écris parce que tu étais la seule chose réelle, et parce que j'ai besoin de toi. Je dois éviter que cela se produise. Je dois essayer, et toi, mon ami, je pense que tu peux m'aider. Ils t'ont déjà utilisé. Tu as déjà rempli ta fonction d'ami absent. Tu es donc désormais une variable libre. Si tu lis ceci, si quelqu'un là-bas sait que ce n'est pas un accident, peut-être, alors peut-être que cela génère une erreur de parité, un bug quoi. Ils viennent de bloquer la porte de la pièce, et elle ne s'ouvrira que si j'accepte l'itinéraire pour aller au travail. Mes jambes bougent toutes seules. J'ai peur et je ne veux pas y aller. Le message de J s'arrête là. J'ai essayé d'appeler, et évidemment, j'ai eu pour réponse que le numéro n'existait pas. Je tremble depuis des heures, regardant par la fenêtre, attendant de voir quelque chose qui ne devrait pas être là. Avant, je pensais que l'accident était dû à la faute du conducteur ivre d'Uber. Maintenant, je pense que c'était une correction mathématique. Cette chose, cette masse de neurones synthétiques qui n'a pas encore été inventée. Elle m'a renversé avec une voiture, il y a 3 mois, pour s'assurer que sa réparation en 2112 se déroule sans encombre. J est déjà mort, et n'est même pas encore né. Il n'existe pas encore, et son destin est déjà déterminé. Et moi, je suis ici, en train d'écrire ceci avec une seule main, car l'autre me fait encore mal quand le temps change. Je publie ceci uniquement pour accomplir la dernière volonté de J, pour essayer d'être ce bug. Mais pour être honnête, si le système a pu orchestrer mon accident avec une telle précision millimétrique, il a probablement aussi calculé que j'écrirais ce message. Il a probablement calculé aussi que vous le liriez. Et calculé que vous ne ferez rien à ce sujet. Si quelqu'un travaille sur la biotechnologie neuronale, s'il vous plaît, anéantissez-la avant qu'elle ne voie le jour. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce parc abandonné ne laisse jamais repartir les enfants. 22 septembre 1988. Depuis qu'il était petit, Nicolas, 14 ans, avait une fascination pour l'exploration de lieux inconnus. Pour cette expédition, il voulait explorer un coin de forêt qu'il avait récemment découvert près de chez lui. Il avait emporté une lampe torche au cas où certains endroits seraient sombres et dignes d'être inspectés. La forêt se trouvait à environ 2 rues de chez lui. Un petit chemin de terre la traversait, et il restait encore suffisamment de lumière du jour pour tout voir clairement. Nicolas était excité à l'idée de ce qui l'attendait. Alors qu'il marchait sur le sentier principal, plusieurs chemins secondaires se séparaient dans différentes directions. « Je reviendrai une autre fois », se dit Nicolas. « Avec le temps, j'explorerai chacun de ces chemins pour voir où ils mènent. » Après avoir erré sans but pendant un moment, il se retrouva dans un bosquet sombre et ombragé. Rien d'autre que quelques arbres de l'entouraient.
Nicolas remarqua quelque chose de dissimulé dans un enchevêtrement de branches. Il sortit sa lampe torche et éclaira l'objet. Ce qu'il vit le surprit. Un panneau sur lequel était écrit « Fun Town » en lettres rouges vifs et qui pointait vers un petit passage entre les arbres. Sans perdre une seconde, il se mit à courir sur le sentier, impatient de découvrir les merveilles que Fun Town pouvait cacher. Il arriva dans un grand champ ouvert, recouvert de brouillard. Son cœur se serra lorsqu'il vit que les grilles de Fun Town étaient complètement verrouillées. Le parc était fermé et semblait l'avoir été depuis des années. Nicolas regarda le carnaval et souhaita de toutes ses forces voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il était 18h30 et le soleil commençait à se coucher. Déçu, Nicolas fit demi-tour. Mais avant même d'avoir dépassé les arbres, il entendit derrière lui un horrible grincement. Il se retourna et vit que les grilles de Funtown s'étaient mystérieusement ouvertes toutes seules. Après s'être assuré que personne ne le regardait, il se mit à courir vers l'entrée et se glissa à l'intérieur sans vraiment réfléchir. Nicolas se retrouva entouré de vieilles tentes pleines de trous, d'attractions prêtes à s'effondrer et de stands de nourriture dégageant une odeur de pourriture et de décomposition. Funtown était devenu une ville fantôme, un parc fantôme. Il se promena dans le parc, observant toutes sortes de choses autrefois merveilleuses, désormais réduites à l'état de ruine. Parmi elles se trouvait une maison hantée dont les couleurs autrefois éclatantes étaient maintenant ternes et écaillées, sa structure tombant en morceaux, planche pourrie après planche pourrie. Il parcourut le terrain, jetant un œil dans les tentes, ne trouvant que des boîtes remplies de bric-à-brac et d'objets insignifiants, tous imprégnés d'une odeur de moisi. Finalement, il arriva devant une vieille tente de spectacle forain, ornée d'affiches anciennes représentant des phénomènes de foire. L'une montrait une femme de 270 kilos, une autre un homme sans jambes. En passant devant les affiches, Nicolas remarqua un miroir de maison hantée à l'extrémité. Il était couvert de boue et d'autres substances douteuses. En regardant en bas, il aperçut une petite plaque sous le miroir. Elle indiquait « Une véritable abomination de Dieu ». Lorsqu'il releva la tête, son reflet était infernal. Il se vit comme un cadavre vivant, les yeux enfoncés dans leurs orbites, la peau grouillante d'asticots, les os apparents. Il poussa un cri et détourna immédiatement le regard. Nicolas se força à se calmer, se disant que ce n'était qu'un accessoire de maison hantée. Il continua d'explorer le parc pendant un moment. Cela le rendait triste de voir tous ces bâtiments et manèges magnifiquement peints laissés à l'abandon. À une époque, Funtown devait être un endroit incroyable pour les enfants de tout âge. Il aurait tant aimé le connaître à son apogée. Des feuilles brunes et jaunes recouvraient le sol tandis que l'automne s'installait. Nicolas aimait le bruit qu'elle faisait sous ses pas. Après avoir traversé une allée de stands de jeux vides et en décomposition, il aperçut une grange rouge avec l'inscription « Ferme pédagogique » au-dessus de la porte. Il savait qu'il n'y aurait aucun animal à l'intérieur, mais décida d'y jeter un coup d'œil malgré tout. Rien ne semblait anormal dans la grange. En revanche, l'odeur était presque insupportable. Le foin pourri mélangé aux excréments formait une combinaison écœurante. Il faisait si sombre à l'intérieur que Nicolas dut sortir sa lampe torche pour regarder autour de lui. Le silence était total. Soudain, il entendit un bruit de frottement dans un coin derrière des barreaux métalliques. Il pointa sa lampe dans cette direction. Son cœur se mit à battre à toute vitesse lorsqu'il vit une grande silhouette noire boiter vers lui. C'était un cheval, les chevilles entravées par des fers. La pauvre bête était dans un état pitoyable.
Elle était aveugle des 2 yeux. Son dos était incurvé en forme de U, à force d'avoir été monté. Et son corps était couvert de marques de fouet encore ensanglantées. La bête avait l'air de ne pas avoir mangé depuis des semaines. Près de l'enclos se trouvait une boîte de nourriture. Nicolas se dit que nourrir le cheval avec cette vieille ration n'était pas une bonne idée. Mais c'était tout ce qu'il avait. Il en prit une poignée et la tendit à l'animal, espérant qu'il puisse la sentir. Le cheval s'approcha lentement et grignota jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors que Nicolas prenait une seconde poignée, le cheval commença à avoir des hauts-le-cœur. Nicolas recula, le cœur battant à tout rompre. L'animal eut un dernier spasme et vomit violemment sur le sol. Nicolas sentit le liquide chaud s'infiltrer dans ses chaussures, et lorsqu'il baissa les yeux, il se rendit compte qu'il se tenait maintenant dans une flaque de sang. Les jambes du cheval cédèrent, et il s'effondra lourdement. Nicolas hurla de terreur et se mit à courir vers la sortie, refusant de se retourner. Arrivé près de l'entrée, il dut s'arrêter pour reprendre son souffle. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage alors qu'il essayait de se remettre du choc. Il était maintenant 20 heures et il faisait presque trop sombre pour voir. Nicolas alluma sa lampe torche et se dirigea vers la sortie. Il en avait assez de Funtown. « À l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi !» La voix d'une petite fille en détresse retentit soudain. « C'est juste un piège !» pensa Nicolas en continuant à s'avancer. Mais les cris de la fillette devinrent de plus en plus forts. Et s'il y avait vraiment une enfant en danger? Peut-être qu'elle était entrée après moi. La culpabilité de Nicolas prit le dessus. Il se dit « Je ne peux pas laisser une innocente coincée dans cet endroit horrible. » Il fit demi-tour et retourna dans Funtown pour chercher l'origine des cris. Il les entendit provenir d'un ancien labyrinthe de miroirs près de l'entrée. Des éclats de verre brisés jonchaient le sol. Malgré sa peur, Nicolas entra pour tenter de sauver la fillette. Il alluma sa lampe et s'engagea dans le dédale de miroirs. Plus il avançait, plus il faisait sombre. La plupart des miroirs étaient fissurés ou brisés, mais ceux du fond étaient intacts, comme si personne n'était jamais allé jusque-là. Il se rapprochait des cris. En tournant un dernier angle, il entra dans une salle circulaire entourée de miroirs. Les cris cessèrent. Il regarda autour de lui. La fillette avait disparu. Quelque chose n'allait pas. La pièce était anormalement froide. Il voyait sa respiration. Terrifié, il voulut partir. Mais il découvrit alors l'horreur. Le couloir par lequel il était entré avait disparu. Il était piégé. Nicolas frappa un miroir pour tenter de s'échapper. Le verre se brisa, ne lui laissant que des coupures profondes à la main. Il éclaira le miroir avec sa lampe et hurla. Du sang s'infiltrait à travers les fissures. Le labyrinthe était vivant. Pris de panique, Nicolas appela à l'aide. Et une voix lui répondit « À l'aide! À l'aide !» C'était sa propre voix, teintée de malveillance. Il regarda les miroirs et se figea. Tous ses reflets lui souriaient. « À l'aide! À l'aide !» Ses reflets éclatèrent de rire. Le labyrinthe se moquait de lui. À bout de force, Nicolas s'assit contre un miroir, enfouit son visage dans ses bras et pleura. Les miroirs, eux, continuaient de le railler. Soudain, le miroir contre lequel il était appuyé devint chaud et humide, comme l'intérieur d'une bouche. Le sol se mit à bouger. Les miroirs se rapprochaient. S'il ne faisait rien, il serait dévoré vivant. Il tenta de briser un autre miroir, mais ses mains étaient trop abîmées.
Résigné, il attendit sa fin. La lampe torche s'éteignit. Plus tard dans la nuit, les parents de Nicolas alertèrent la police, paniqués par sa disparition. Une équipe de recherche fouilla la forêt, et après des heures et des heures de recherche, un policier trouva un panneau indiquant Funtown parmi les branches. Il suivit la direction indiquée et arriva dans le grand champ ouvert. Il n'y avait rien, aucune trace de Funtown, aucune trace de Nicolas. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un magasin normal le jour, un cauchemar après la fermeture. C'était vers midi quand l'appel est arrivé. Ma responsable du magasin me demandait si je pouvais aller travailler ce soir-là. Le magasin manquait cruellement de personnel ces derniers temps. Beaucoup de mes collègues avaient quitté la ville. Je n'y ai vraiment pas prêté attention sur le moment. De toute façon, je n'avais jamais vraiment le temps de me faire des amis dans le commerce de détail. Il y avait bien un type dont je me souvenais cependant. Comment s'appelait-il déjà ? André, je crois. Ouais, c'est ça, André. Je me rappelle qu'il portait tous les jours une cravate rouge à rayures, même quand ce n'était pas imposé par le règlement. Des nuages sombres avaient déjà masqué le soleil quand je suis parti de chez moi pour aller travailler. Je n'étais même pas à mi-chemin que les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Je me suis garé une rue plus loin que le centre commercial et j'ai couru vers l'entrée de service pour échapper à la pluie. En entrant dans le magasin, j'ai été submergé par la lumière blanche artificielle des centaines de néons au plafond. La lumière était presque rassurante, mais l'air avait quelque chose de lourd et de rance. Je sais que cela peut paraître étrange, mais quand on travaille assez longtemps dans un grand magasin, l'environnement finit par sembler profondément artificiel, comme si on était complètement coupé du monde extérieur. L'air tiède, non filtré, ne remplit jamais vraiment les poumons, et l'intérieur blanc et uniforme impose une sensation anormale de propreté. La première chose que j'ai remarquée en avançant dans le magasin, c'est le silence total. Pas de musique d'ambiance, pas de pas, pas de voix. Rien. Tout était figé, comme si le temps s'était arrêté. Le magasin aurait pourtant dû rester encore ouvert 1 heure, et pourtant il n'y avait absolument personne. J'ai décidé de me rendre à l'accueil du personnel pour trouver ma responsable. J'ai ouvert la porte de secours qui a cliqué bruyamment derrière moi. Le cliquetis métallique a résonné dans le silence. J'ai monté les escaliers jusqu'au palier de la réception et regardé autour de moi. Là non plus, personne. À ce stade, je n'étais pas vraiment effrayé, plutôt mal à l'aise et confus. Soudain, une main a fermement agrippé mon épaule et j'ai sursauté violemment. En me retournant tout en reculant, j'ai vu ma responsable, l'air interrogateur, la main encore suspendue en l'air. J'ai poussé un profond soupir de soulagement pendant qu'elle m'expliquait mes tâches pour la nuit. Quand je suis entré sur la surface de vente, le magasin était de nouveau vivant. Des tubes populaires passaient en fond sonore, des clients discutaient en se promenant dans les allées, et j'étais sincèrement choqué. Est-ce que j'avais tout imaginé tout à l'heure ? J'ai haussé les épaules. Pourquoi m'en faire ? Tout était redevenu normal. Je m'occupais donc de mes tâches, ranger les étagères, aider les clients. Puis l'annonce de la fermeture du magasin a retenti dans les haut-parleurs. Comme d'habitude, les clients se sont dirigés vers la sortie et ont quitté le magasin un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les employés. Puis, à leur tour, mes collègues sont partis rentrer chez eux. Malheureusement pour moi, mon service ne s'achevait qu'à l'aube. Malgré tout, je me suis dirigé vers le rayon literie du département maison. Le dos voûté, laissant échapper un long bâillement silencieux. Ce que j'ai vu en arrivant m'a sidéré. Toute une allée de couettes et de couvertures avait été saccagée.
Les paquets avaient été arrachés des étagères, les articles sortis de leurs emballages et jetés en vrac le long de l'allée. J'ai grogné intérieurement. Des clients pénibles auraient dû vouloir examiner chaque couverture de près et avaient laissé leur bazar à nettoyer comme d'habitude. Je me suis penché pour ramasser quelques couettes quand la lumière au bout de l'allée a commencé à clignoter rapidement. C'était presque hypnotisant. La scène devant moi ressemblait à un vieux film projeté image par image. Sans prévenir, une silhouette noire et difforme a traversé l'extrémité de l'allée d'un mouvement brusque, sous la lumière vacillante. À une quinzaine de mètres, je ne savais pas si ce que j'avais vu était un simple effet du clignotement ou quelque chose de surnaturel. Je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Ça devait être une blague, sans doute mise en scène par la direction. J'ai cligné des yeux plusieurs fois et frotté mon visage pour chasser la fatigue. Quand ma vue s'est à nouveau focalisée, le désordre avait disparu. Tout le stock était parfaitement rangé sur les étagères. Les couvertures étaient pliées avec précision et empilées de façon symétrique. Au fond de l'allée, la lumière ne clignotait plus. Elle brillait intensément, se reflétant sur le carrelage blanc immaculé. Tout était revenu à la normale. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Une fois de plus, quelque chose d'impossible venait de se produire sous mes yeux, sans la moindre explication logique. Cette fois, j'étais vraiment inquiet. J'ai fouillé dans ma poche pour attraper le téléphone professionnel et appeler ma responsable. J'ai composé les 3 chiffres et porté le téléphone à mon oreille. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de réseau ou plus de batterie, comme dans tous les clichés, mais à mon soulagement, la tonalité a retenti. Pourtant, j'entendais 2 sonneries. Une dans mon téléphone et une autre plus loin dans le magasin, venant du rayon jouets. J'ai reconnu la seconde, c'était la sonnerie spéciale de ma responsable. J'ai toujours détesté le rayon jouets. Les étagères y étaient bien plus hautes que la hauteur des yeux, montant au moins 2 niveaux au-dessus de ma tête. Trouver quelque chose là-dedans était un cauchemar, comme un immense labyrinthe de haies formé par des jouets pour enfants. J'ai avancé rapidement vers le bruit de la sonnerie, espérant trouver ma responsable occupée à travailler. Je longeais le bout des rangées, la tête penchée, scrutant chaque allée, jusqu'à repérer la source du bruit. Je me suis arrêté au milieu de l'allée quand je l'ai vue. Une large flaque rouge, plus loin entre les étagères. Sur le côté, un téléphone vibrait doucement en se déplaçant légèrement. Il était couvert de cette substance rouge. Sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à avancer à petits pas vers la flaque, le torse penché en arrière, prêt à fuir au moindre signe de danger. En me rapprochant, j'ai remarqué que du liquide rouge se prolongeait le long de l'allée et tournait au coin, comme si quelque chose avait été traîné hors de la flaque initiale. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était plus une blague. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai voulu faire demi-tour, mais une immense paroi d'étagère bloquait désormais la sortie par laquelle j'étais entré. Je ne l'avais pas remarqué plus tôt, mais les étagères montaient maintenant jusqu'au plafond, rendant toute fuite impossible. Mais c'est impossible! Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retourné vers la scène sanglante, qui avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le téléphone de ma responsable avait disparu lui aussi. J'étais complètement paralysé. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis forcé à bouger, me promettant qu'au premier signe de danger, je courrais droit vers la sortie de secours. J'ai commencé à marcher d'un pas rapide hors du rayon jouet et le long de l'allée principale, en direction de l'avant du magasin. C'est alors que les lumières ont commencé à clignoter. Oui, toutes les lumières du magasin se sont mises à clignoter, s'allumant et s'éteignant. Pas comme tout à l'heure où c'était rapide, mais lentement et de manière irrégulière. Et ce que je voyais entre chaque extinction m'a terrifié comme jamais auparavant.
Des silhouettes noires et déformées m'entouraient. Il devait y en avoir au moins une vingtaine, et elles avançaient en boitant, se traînant dans tous les sens. Je pouvais enfin distinguer leur apparence. De longues mâchoires pendantes, garnies de dents tordues et difformes. Leurs bras pendaient devant eux, les jointures raclant le sol, tandis qu'ils se déplaçaient sur des jambes fines et rigides. Je ne pouvais les voir que lorsque les lumières s'éteignaient. Une seconde, elles m'encerclaient. La suivante, elles semblaient ne jamais avoir été là. Puis, les lumières ont commencé à s'éteindre définitivement, une par une, rangée par rangée, en partant de l'avant du magasin, comme une longue chaîne de dominos qu'on renverse. Je me suis mis à courir vers l'arrière du magasin, là où la lumière brillait encore, repoussant l'obscurité grandissante. Porté par l'adrénaline, j'ai atteint le coin du fond et je me suis plaqué contre le mur. J'ai regardé la dernière rangée de lumière s'éteindre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que celle juste au-dessus de moi. C'était comme si j'étais sur une scène éclairée par un unique projecteur. Devant moi se dressait un public de créatures immondes et monstrueuses. J'ai pris une lente et profonde inspiration de reconnaissance en voyant la plus proche porter une vieille cravate rouge à rayures, déchirée certes, mais encore bien visible. Enfin, la lumière au-dessus de moi s'est éteinte. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce scientifique a compris trop tard ce que ces oiseaux écrivaient vraiment dans le ciel. Je suis chercheur et j'étudie les oies du Canada depuis maintenant 10 ans. Je n'ai jamais publié mes recherches. Plus précisément, mon équipe, réduite, et moi-même suivons une petite population d'oies du Canada qui migre chaque hiver de l'Alaska vers l'Arizona. Notre travail consiste surtout à vérifier les nouveaux adultes équipés de balises durant l'été par notre équipe partenaire en Alaska. C'est important, car le groupe que nous observons présente 2 particularités inhabituelles qui, selon nous, nécessitent une étude approfondie. La première concerne la taille même de la colonie. En général, un groupe d'oies du Canada, en migration, compte entre 30 et 60 individus. Le nôtre comptait déjà 239 oies lors de sa découverte en 2009, et lors du dernier recensement en 2018, il en comptait 367. Le groupe d'oies a été repéré pour la première fois par un pêcheur au lac Pleasant. Lorsqu'il a vu cet immense groupe se poser à la fin du mois de novembre, à une période où le lac est désert, loin de l'agitation estivale. Les premières recherches se sont limitées à un simple comptage et à la pose de bracelets de suivi sur quelques individus. En avril, comme prévu, la colonie a quitté le lac pour entamer sa migration vers l'Alaska. C'est à ce moment-là que nous avons découvert la seconde anomalie. Normalement, les oies ne migrent pas toutes en même temps. Elles partent en petits groupes. Cette colonie, en revanche, est partie en une seule fois, le même jour, et d'après nos données, quasiment à la même heure. Les balises radio ont également révélé un comportement de vol étrange. Tout le monde connaît la formation en V adoptée par les oies du Canada, la plus efficace pour économiser de l'énergie durant les longues migrations. Nous avons d'abord cru à une erreur lorsque les premières données GPS sont arrivées. La colonie ne volait pas en formation en V. Avec le peu de balises dont nous disposions à l'époque, il était impossible de déterminer la forme exacte, mais la répartition des oies montrait clairement qu'il ne s'agissait pas de la formation habituelle. Compte tenu de la taille anormale du groupe et de ses premières données, il a été facile d'obtenir des financements pour acquérir davantage de balises GPS lors de leur retour suivant. Cela nous a aussi permis de contacter un professeur d'ornithologie en Alaska afin de localiser précisément leur zone de reproduction. Malheureusement, cette zone était très isolée.
Le professeur et ses étudiants n'ont pu s'y rendre que 2 jours, à la mi-juin, lorsque les oisons étaient déjà nées. Ils n'ont donc pas pu observer le comportement de nidification cette année-là. En revanche, ils ont pu poser davantage de balises sur les adultes et établir un comptage précis de la population. Comme prévu, les premières données de migration sont arrivées à la mi-octobre. Nous attendions des résultats passionnants, persuadés que ces nouvelles balises nous permettraient enfin de comprendre cette formation de vol étrange. La colonie a quitté l'Alaska en l'espace d'1 heure et 3 heures plus tard a adopté une formation clairement identifiable. Elle restait difficile à lire, sans doute à cause du nombre impressionnant de doigts. C'est l'un de mes étudiants qui a fait le lien. Littéralement. Les données GPS n'étaient qu'un ensemble de points représentant chaque individu équipé. L'étudiant, dont je tairai le nom, m'a envoyé la carte lorsque les oies survolaient la Colombie-Britannique. Malgré des zones incomplètes, un mot apparaissait distinctement. Butcher. Oui. Les oies volaient en formant le mot Butcher. Comme beaucoup d'entre vous le feraient, j'ai rejeté cette interprétation. Une erreur de GPS ou un esprit trop imaginatif reliant des points qui n'avaient aucun sens. Butcher veut dire boucher. Les oies se sont posées au lac Pleasant début novembre. Par un hasard troublant, le même pêcheur que la première fois se trouvait sur le lac et nous a prévenus de leur arrivée. Je me souviens très bien de son mail. Il insistait sur le malaise qu'il avait ressenti en les voyant approcher. Il était bouleversé parce qu'il avait clairement vu la formation dessiner son propre nom de famille, Butcher. Quelle coïncidence! C'était la seule explication raisonnable qui me venait à l'esprit. Ou alors mon étudiant s'était amusé à me faire une blague avec la complicité de ce cher pêcheur. J'ai cessé d'y croire 2 semaines plus tard, en voyant le visage du pêcheur aux informations locales. Son nom complet s'affichait à l'écran, Jonathan Butcher. Selon le présentateur, il avait été assassiné par sa femme après qu'elle l'a surpris en train de regarder de la pornographie. Une fin absurde et tragique, mais je refusais encore d'y voir autre chose qu'une coïncidence. Le déni n'est malheureusement qu'une façon de faire face à l'inexplicable. Les mois suivants ont été rythmés par de nombreux déplacements au lac Pleasant, la pose de nouvelles balises et un nouveau recensement. En avril, la colonie est repartie d'un seul bloc, comme l'année précédente. Cette fois, grâce aux données GPS reçues quelques heures plus tard, la formation était bien plus lisible. Le mot formé était clair. Dupré. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire que quelque chose n'allait vraiment pas. J'avais moi-même récupéré les données. Il était donc absolument impossible qu'un membre de l'équipe les ait manipulées. Le nom ne signifiait rien pour moi, si ce n'est celui d'un ancien lanceur de l'équipe de baseball de l'Arizona. En mai 2010, Wendy Dupré, d'Anchorage en Alaska, a été abattue par son mari. Il était rentré plus tôt que prévu de sa tournée de camionneur et l'avait surprise au lit avec son frère. Cela s'est produit 2 semaines et demie après l'arrivée des oies sur leur zone de reproduction. Obsédé par cette colonie, j'ai demandé à un collègue de passer du temps sur les lieux de reproduction pour observer d'éventuels comportements étranges. Il y est resté 1 semaine entière, seul, à compter les individus et à poser encore plus de balises. Rien d'anormal n'a été observé, aucune réponse. En octobre 2010, la colonie a quitté l'Alaska pour l'Arizona. Après ce qui s'était déjà produit, j'ai attendu les premières données avec angoisse. Townsend. 1 semaine et demie après l'arrivée des oies au lac Pleasant, Jacqueline Townsend est morte dans un accident de voiture. Son mari, ivre, conduisait en sortant d'un bar au nord de Phoenix. Il a survécu et a été inculpé pour homicide involontaire. Avril 2011.
Les oies repartent vers l'Alaska en formant le nom Richardson. En juin 2011, Tim Richardson disparaît dans la nature sauvage d'Alaska lors d'un camping avec son partenaire. Ce dernier est retrouvé, et Tim, jamais. Il est officiellement déclaré mort. Annie Nowak, assassinée par son mari violent à Phoenix en décembre 2011, 2 semaines après l'arrivée des oies. Brennan Zamora, Maeve Doherty, Emmanuel Chambers. Tous morts par la faute de la personne qui prétendait les aimer le plus. Tous morts dans les 3 semaines suivant l'arrivée des oies à moins de 160 km de chez eux. Tous désignés à l'avance. Je n'ai jamais publié mes recherches. Je ne voulais pas passer pour un fou et perdre mes financements. Mais je ressens aujourd'hui le besoin d'en parler. Car les oies ont quitté leur refuge d'hiver au lac Pleasant hier. Comme toujours, leur formation dessinait un nom. Je suis actuellement en Alaska, en voyage professionnel avec ma femme, et j'espérais voir cette colonie arriver de mes propres yeux. J'étais même impatient de consulter les premières données GPS. Je l'étais beaucoup moins lorsque j'ai vu le nom qu'elle formait. Stephenson. Je m'appelle Dr. Aaron Stephenson.